Vous écoutez un balado. Ici Radio-Canada Première. Bonjour et bienvenue. Cette semaine, Judith Lucier nous parle de l'affaire Bouchie. Semblerait que c'est très important et qu'on n'en parle pas assez. Eugénie Lépine-Blondeau nous parle du voyage de Justin Trudeau en Inde. Et là, c'est peut-être l'inverse. On en parle trop et c'est peut-être pas si important. Quant à moi, je vais me faire plaisir et corriger certaines nouvelles ou commentaires vus dans les médias sociaux qui, selon moi, manquaient un peu de nuance ou de contexte. Bienvenue à Si j'ai bien compris, épisode 3. Je prends une seconde de votre temps pour souligner, pour s'auto-féliciter sur iTunes. Cette semaine, notre balado était 8e au Canada et 3e dans la section actualité. On n'a pas de champagne, on a une petite bouteille d'eau et du café. Alors, chacun, cheers. Je veux pas péter ta ballonne, Louis, mais apparemment, c'est à cause de l'algorithme. C'est déjà... Oui, effectivement, l'algorithme. Tout est dans l'algorithme. J'ai soudoyé l'algorithme. C'est comme aux Olympiques. L'algorithme français semble qu'il nous a... il était de notre côté. Favorisé. Comme, oui. ouais. Alors, je rappelle aux gens qui se joignent à nous pour la première fois le concept du balado. Si j'ai bien compris, ça part d'un constat que parfois, par manque de temps ou peut-être même par paresse, on s'informe pas. On clique pas sur les liens qui nous paraissent un peu trop ardus ou complexes ou qui nous intéressent pas tout simplement. Mes collaborateurs l'ont fait pour vous parce que ça fait partie de leur travail de chroniqueur ou de recherchiste et elles vont venir nous partager gentiment aujourd'hui le fruit de leur recherche. Gentiment ou pas, là, c'est optionnel. Ça, d'après moi. OK, on commence d'ailleurs avec Judith Lucier. Commençons avec l'affaire Bouchie. Allons écouter un extrait de la cousine de Colton Bouchie qui déclarait au tribunal ne pas avoir de sentiment de justice. Elle promet qu'elle et sa famille continueront de se battre. C'était le 9 février 2018. Allons écouter ça. There was no justice served here today. We hope for justice for Colton. However, we did not see it. We did not feel it throughout this entire process. This has been very difficult, but we will continue to seek out justice for Colton. Alors, je vais être honnête et transparent avec vous. J'étais pas nécessairement au courant de cette nouvelle-là lorsque Judith l'a proposée cette semaine. Selon Influence Communication, c'était la deuxième nouvelle la plus discutée au Canada la semaine dernière. Et c'était pourtant passé sous mon radar. Qu'est-ce qui La s'est 5e passé? au Québec, quand même, parce que ça a été moins un enjeu au Québec. Il faut dire qu'il y a une distance à la fois géographique et symbolique. Hein. Ça se passe en Saskatchewan, puis c'est un enjeu autochtone, donc c'est plus difficile de s'y intéresser. Premièrement, Louis, il faut savoir qui est Colton Bouchie. C'est un jeune cri de la Saskatchewan qui a été abattu le 9 août 2016 alors qu'il se trouvait sur une propriété privée, la ferme de Gerald Stanley. Là, tu vas me dire, ça s'est passé le 9 août 2016. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que l'homme qui l'a abattu et qui reconnaît l'avoir fait vient d'être acquitté du meurtre au second degré par un jury composé exclusivement de blancs. Sa défense est que le coup est parti tout seul. OK. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il faisait là sur la ferme? Le Colton Bouchie était avec des amis en voiture. Il avait passé une journée à la rivière. Et là, ils ont eu une crevaison. Ça, c'est le récit des jeunes. Ils ont eu une crevaison. Ils se sont rendus à la ferme de Gerald Stanley pour chercher de l'aide. Mais selon la version de Stanley et son fils, ils ont trouvé les jeunes autochtones sur leur terrain en train d'essayer de voler un VTT. Ils étaient en état d'ébriété et donc ils se sont sentis en danger. Pour leur faire peur, Gerald Stanley aurait tiré des coups de feu en l'air. Finalement, il aurait aussi tiré une balle dans la tête de Colton Bouchie par accident. Pourquoi c'est important, Louis? Parce que c'est une histoire qui est parsemée d'injustice vraiment ancrée dans le passé colonialiste du Canada, vraiment du début à la fin. Et la raison pour laquelle on en a beaucoup jasé, c'est aussi que la ministre canadienne de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a affirmé sur Twitter que le Canada aurait pu faire mieux
en ce qui concerne notamment la sélection des jurys. Apparemment, quand on est ministre de la Justice, faut pas dire ça, ces affaires-là, OK. et premier ministre non plus. C'est une forme c'est perçu comme une ingérence dans le système de justice Ouais, hein. canadien. C'est et le ça- législatif puis l'exécutif. Exactement. ou Mais des C'est choses bien comme ça. important, la séparation des pouvoirs là, dans Mhm. notre système Que politique que canadien. personne en est. C'est ça qui, je pense, qui est... ou que tout le monde Ouais. le garde pour lui. Ouais. En même temps, tu sais, on était tous contents de voir qu'une femme autochtone soit nommée au poste de ministre de la Justice because it's 2015, hein? Mais maintenant qu'elle s'exprime sur un enjeu qui touche clairement les Autochtones, on voudrait qu'elle ferme sa gueule. Moi, je pense que c'est quand même important que ces personnes-là puissent s'exprimer, pas nécessairement sur le cas de Colton Boushie en particulier, mais sur, tu sais, reconnaître qu'il y a des failles dans notre système de Ouais, justice qui sont assez... Et elle représente la population. La population a le droit de s'exprimer. Ensuite, Exactement. bon. Et là, tu nous parles de sélection du jury. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens soient fâchés? Et là, je pense que je suis capable de le prévoir. C'est que ça devait être un jury à 100% blanc. Oui, exactement. C'est pas évident qu'une personne soit pas capable de prendre une bonne décision, mais je comprends qu'il y a En des même temps, biais, mais... le jury, c'est supposé représenter la diversité de la population. Mais de la façon que c'est fait, la sélection du jury, il y a beaucoup de biais. En fait, comment ça fonctionne? C'est qu'on part avec déjà la liste électorale. C'est à partir de ces listes-là qu'on choisit les membres du jury aléatoirement. Mais ce qu'on réalise, c'est qu'en Saskatchewan, qui est une province où les Autochtones constituent à peu près 12 de la population, ils sont sous-représentés sur les listes électorales. OK. Donc, déjà, ça part mal. Aussi, il y a une barrière à la présence des Autochtones dans les jurys parce que souvent sont dans des régions éloignées, ça coûte cher se rendre au palais de justice. Ces frais-là sont remboursés à la fin du processus seulement. Et il y a un autre problème qui s'est avéré vraiment le nœud de l'enjeu, en fait, c'est le principe de récusation péremptoire. Et c'est tout là que se trouve l'utilité de notre émission, Louis T, parce Oui. que je vais t'expliquer c'est quoi. OK. Répète-moi le terme, c'est quoi? Le principe de récusation péremptoire. Ça OK. permet, quand on fait la sélection du jury, la couronne et la défense choisissent ensemble les gens qui en feront partie. Ils peuvent Ils peuvent être pas d'accord avec exactement. certains. Et grâce au principe de récusation péremptoire, ils peuvent éliminer jusqu'à 20 personnes sans donner de raison. Mhm. Tu sais, genre, c'est leur joker. Et c'est de cette façon-là que la défense de Gerald Stanley aurait réussi à éliminer 5 candidats autochtones du jury. OK. Il y en a déjà pas beaucoup, puis ils n'ont même pas eu à se justifier pour les enlever du jury. Exactement. Ben, le Donc- préjugé va des deux bords. Tu te rends compte que les gens sont pleins de préjugés dans le sens où ils prennent pour acquis qu'un jury autochtone va pencher du côté de l'autochtone, puis qu'un jury blanc va pencher du côté du blanc. En même temps, la défense, sans penser nécessairement ça, peut se dire qu'un jury autochtone va avoir plus d'empathie. Oui. Oui. Forcément, quand on juge un cas, si on peut s'identifier à la victime, on a plus de chances d'être empathique et donc d'être peut-être sévère envers l'accusé. Donc, est-ce que l'enjeu en ce moment, est-ce que le problème, c'est le système de justice ou c'est la décision? Parce là, on n'est pas en train de discuter à savoir est-ce que c'est une bonne ou mauvaise décision. On est plutôt en train de dire voici ce qui est symptomatique. C'est un bel exemple d'un Exactement. problème. Exactement. Ça permet de remettre en question le principe de récusation péremptoire. C'est pas universel, hein, ce principe-là. La Grande-Bretagne a aboli cette disposition-là en 1988 et la Cour suprême des États-Unis a jugé que ce droit ne pouvait pas permettre d'exclure un membre de jury en se fondant sur l'appartenance ethnique ou le genre. Donc déjà, ça donne une petite barrière de plus au biais cognitif qu'on pourrait avoir envers des Autochtones ou des personnes de notre... Des minorités. Des minorités. Parce que c'est ça que tu me disais. Est-ce que on peut dire que ça a changé l'issue du procès? On pourra jamais le dire, mais ça laisse un doute sur la décision du jury. Ben, c'est toujours, quand on parle de systémique, c'est toujours un peu ça. Exactement. C'est-à-dire que si on regardait 100 procès, si on en prenait beaucoup de procès, on ferait comme il y a une tendance qui est probablement inégalitaire, mais probablement que chaque procès pris indépendamment, on peut pas savoir. Exactement. Et là, l'affaire Boushie, moi, je pensais que c'était juste ça. Mais en faisant mes recherches, j'ai réalisé que ça allait beaucoup plus loin. Même au début de l'enquête, là, quand les enquêteurs se sont rendus sur place, premièrement, c'est un enquêteur junior qui a été assigné au dossier. Il n'y a aucun expert en analyse de projection de sang qui a été convoqué sur place. Ils se sont basés sur des photos. Et la voiture dans laquelle Colton Boushie a été retrouvée a été laissée non protégée
de la pluie pendant 24 heures. Donc, les preuves étaient disparues 2 jours plus tard. Ça, là, dans CSI, ils nous apprennent que c'est genre vraiment une faute grave. Hey, Ouais, c'était hein? une faute Ouais, super Non, mais c'est vrai, il faut grave. protéger les scènes de crime pour Hey, mieux les Même, étudier. tu sais, juste à Si- regarder la télé, on le sait. Ben oui, S'il y avait un Fait que- documentaire à Netflix, tout le monde serait fâché. c'est Ouais, sûr. exact. Puis, C'est le quelle moment où on incompétence. serait fâché. Oui. Il y a aussi eu beaucoup de maladresse de la part de la GRC, qui était la police sur le dossier. En fait, le premier communiqué de presse que la GRC a diffusé laissait sous-entendre que le meurtre était peut-être justifié parce qu'ils enquêtaient sur une affaire de vol et non sur... Tu sais, il y a OK, fait eu... que ça serait peut-être pour ça qu'ils n'avaient pas tant mis de précautions ou pas tant mis d'efforts, c'est qu'ils ne pensaient pas enquêter sur... en tout cas, eux, ils ont décidé de l'angle du vol plutôt que l'angle Il y a de quelqu'un la- qui s'est fait tuer. Ouais. Hein. Puis, tu sais, dans ces situations-là, on pourrait s'attendre à ce que la GRC mette des gants blancs. Quand ils sont allés voir la mère de Colton Boushie, ils sont arrivés là, comme une équipe de SWAT là, avec les guns, puis ils sont rentrés dans la maison comme s'il y avait quelque chose à trouver, tu sais, comme si c'était s'ils s'attaquaient à une maison de vendeurs de drogue, alors qu'ils venaient annoncer à la mère que son fils venait d'être tué. Donc, il y a tout... Puis la mère était en panique. Là, il y a un agent de la GRC qui a dit « Calmez-vous, madame, avez-vous bu? » C'est le Oh là genre là, de situation Ben, de- auquel la famille de de Colton préjugés. Boushie a fait face depuis le début de cette histoire-là. Merci Judith, c'est un dossier important et qui méritait qu'on s'y attarde parce qu'il pose des questions fondamentales sur notre système de justice. Allons écouter cette déclaration de Justin Trudeau devant le Taj Mahal. C'était dimanche le 18 février, au début de son voyage en Inde. J'étais venu visiter le Taj Mahal, mais sans mon père. Lui, il devait travailler, il est resté à New Delhi. Mais maintenant que ce voyage puisse se passer et j'amène mes enfants moi-même pour voir ce magnifique endroit, ça me touche beaucoup. Je sais pas si c'est vide, mais j'ai cette impression que la couverture médiatique a rendu cet événement-là vide. Eugénie, qu'est-ce que Justin Trudeau fait en Inde? C'est une bonne question, Louis. Puis je t'avertis tout de suite, j'ai pas l'intention de parler de tous les costumes qu'il a portés. Je me suis concentrée vraiment sur la chair autour de l'os autant qu'il était possible. Alors, oui, c'est le premier voyage officiel en Inde de Justin Trudeau depuis qu'il a été élu. La dernière fois qu'il y avait eu un officiel qui était allé en Inde, un premier ministre, c'était Harper en 2012. Un voyage d'une semaine, du 18 au 24 février. Donc, ça se termine demain, avec Sophie Grégoire Trudeau, sa femme, et avec les enfants. C'est pour ça qu'on l'entendait d'ailleurs dire que la dernière fois qu'il était venu, c'était avec son père en 83, puis que c'était super symbolique pour lui, donc de pouvoir amener ses enfants. Parenthèse, c'est pas anormal d'être accompagné par sa famille. Il y a des gens qui lui ont reproché. Je sais que Trump, quand il est allé en passé, était accompagné de sa femme. Je sais que... j'ai regardé la plupart des gens. Barack Obama est accompagné de sa femme. Nicolas Sarkozy aussi. C'est pas anormal. Même s'il est à plus de 10 000 km du Canada, Justin Trudeau, en étant en Inde, c'est sûr qu'il y a quand même les yeux rivés sur l'électorat canadien. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a 1,4 million de Canadiens qui sont d'origine indienne et environ 35 de ce 1,4 million-là sont de confession sikh, c'est-à-dire la religion monothéiste fondée dans le nord de l'Inde. Donc, c'est donc un électorat potentiel super intéressant et non négligeable qui va être pris en compte aux prochaines élections et qui est surtout convoité par tous les partis politiques. Et, surtout le NPD. Le Ben, NPD oui, qui a un chef sikh en ce moment. Exactement, mais même les conservateurs, depuis 10 ans, ont fait vraiment des gains et Justin Trudeau, lui aussi, là, dans son comté, entre autres, tout ça, donc, c'est pas innocent. C'est vraiment pas innocent, mais pour pas être targué non plus d'électoralisme. Justin Trudeau a invité aussi tous les députés là, à venir à leurs frais s'ils voulaient. Bon, alors voilà, c'est pas explicite là, que c'est pour ça qu'il est là, mais c'est sûr que... Ça joue un peu. Ça joue un peu. Alors, qu'est-ce qu'il est allé faire là? Ben, entre autres, il est allé faire des visites stratégiques, culturelles et religieuses, mais il est là aussi pour faire la promotion d'intérêts économiques. Pour ça qu'au début, on ne le savait pas trop, mais on a su au courant de la semaine qu'il faisait cette annonce-là de 1 milliard d'investissements, 1 milliard, en partenariats commerciaux entre les compagnies indiennes et canadiennes, puis que ça va créer, apparemment, ça va mener à la création de plus de 5 500 emplois pour la classe moyenne au Canada. Donc ça, Justin Trudeau est bien fier de ça. C'est des chiffres que j'ai lus un peu nuancés dans les derniers jours à propos. Peut-être que ça serait 250 millions que les Indiens viendraient investir ici et 750 millions que nous, on investirait là-bas. Fait que ça, c'est ce qu'il va faire là-bas. C'est ce qui est annoncé. On ne peut pas juger immédiatement du résultat de ça. Ça va prendre quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années pour voir. Ouais. Maintenant,
Une chose qui nous intéresse malheureusement, est-ce que Justin Trudeau est en train de faire un fou de lui à l'international? Ouais. Parce que la couverture canadienne semble nous faire croire que tout le monde rit de lui, ou du moins qu'il est mal reçu là-bas. Est-ce que tes lectures t'amènent à croire ça? En fait, mes lectures m'ont amené à croire bien des affaires, Ouais. quasiment une chose et son contraire. C'est sûr que la genèse de cette question-là, là, est-ce que notre PM fait rire de lui? À cause de que ses costumes. Ben, il y a eu ça, mais c'est aussi qu'à son arrivée, bon, on l'a dit, là, mais à son arrivée en Inde, Narendra Modi n'était pas là et pas allé l'accueillir sur le tarmac. Mais après ça, ce que d'autres ont dit, c'est que de un, c'était au milieu de la nuit, puis de deux, le protocole indien n'est pas tout à fait pareil que le nôtre. Donc, c'est pas coutume pour le président Modi de venir accueillir nécessairement En les 2012, dignitaires. Harper n'avait pas été accueilli C'est ça. par le premier ministre, qui était différent à l'époque. Par contre, c'est vrai que les derniers grands chefs d'État qui sont allés en Inde ont été accueillis par le premier ministre Modi, mais peut-être que le Canada est pas si important. Le lendemain non plus au Taj Mahal, c'était plutôt du petit personnel qui est allé accueillir Justin Trudeau. Donc là encore, pas des hauts dignitaires. C'est sûr que ça fait sourciller plusieurs personnes. Mais je pense que la perception des médias canadiens est pire que ce qui se passe réellement. Et pour preuve, c'est un article du Financial Times écrit par Kevin Carmichael, un journaliste qui est établi, que vraiment, c'était vraiment un article super intéressant et particulièrement juste. Il dit que non seulement, qu'en fait, plusieurs médias ont fait que rapporter ce que d'autres médias ont aussi rapporté. J'ai Et ça, vu c'est ça. vraiment mondial. Là. Je l'ai lu. J'ai lu les mêmes citations, les mêmes façons de rapporter les choses dans le Washington Post, dans le Guardian, dans les journaux au Québec, au Canada. Des fois, ça prend un chroniqueur parce qu'on est loin. On ne sait pas qui on Ben, cite. une mais ça- agence de presse. Ouais, une C'est agence ça. de presse ou un chroniqueur en Inde qui n'est pas d'accord. Et là, tout le monde le prend comme source, comme pour dire l'Inde, 1,3 milliard de personnes sont pas d'accord. Je suis pas mal C'est ça. sûre que l'Inde, 1,3 milliard de personnes, n'est pas au courant que Justin je Trudeau est penserais chez pas, eux en ce moment. Mais effectivement. ça, c'est une autre affaire. Donc, ce que Kevin Carmichael disait, c'est que, d'un, il faut arrêter de penser l'Inde comme un bloc monolithique. Là. Faudrait plutôt penser l'Inde comme plein de petits États, un peu comme on pense l'Union européenne, parce qu'effectivement, c'est super grand et il y a 1,3 milliard de personnes. C'est sûr qu'on peut pas penser que c'est toute la même gang puis le même genre de... Ou même le Canada avec le Ben, Québec à la versus limite, Mais la oui. Colombie-Britannique. Mais oui, là, parce ça que n'a c'est rien à ça voir. que je me disais. En Inde, il pourrait dire que Trudeau est appuyé par les Canadiens en me citant. Il pourrait c'est ça. citer quelqu'un d'autre. Ben oui. Mais c'est important de réaliser justement que l'Inde est parcelée parce que justement, il y a des trucs diplomatiques qui se passent. Là. Ouais. Tu sais, on parlait tantôt de la communauté sikh. La communauté sikh, c'est des indépendantistes. De ce que j'ai compris, moi, Ouais. il y a un mouvement indépendantiste sikh en Inde. Et ça plaît pas à tout le monde que le Canada s'implique là-dedans ou prenne position ou ne prenne pas position là-dedans. Il se passe quelque chose par rapport à ça aussi. Ben, il y a tout d'abord une disproportion entre le nombre de personnes sikh au Canada et le nombre de personnes sikh en Inde. Donc, je le disais tantôt, environ 35 des Canado-Indiens sont de confession sikh, mais c'est moins de 2 en Inde. Donc, c'est sûr que déjà là, il y a une disproportion. Et Trudeau, déjà, lui, il y en a 4 dans son cabinet, ce qui est quand même... Ce qui est Plus énorme, qu'en Inde. là, ce qui est probablement plus qu'en Inde. Je me rappelle plus exactement des chiffres. Mais c'est surtout qu'en Inde, les séparatistes, les Sikhs sont vus surtout comme des séparatistes et des séparatistes radicaux, voire parfois terroristes aussi. Donc, même que l'an dernier, le ministre... On fait attention de ne pas créer les amalgames par rapport à Tout à ceux qui fait. sont ici, qui seraient C'est sûr. intégrés peut-être, mais oui, mais là-bas, ils ont un historique de terrorisme par rapport à Mais ça. c'est comme si on voyait juste comme le FLQ, là, tu sais, Ouais. de la tranche séparatiste du Québec. Tu sais, c'est ça. Certains Mais- font ça, mais... Absolument. Ouais. L'an dernier, le ministre en chef de l'État de Pendjab avait refusé de rencontrer le ministre canadien de la Défense, qui est lui-même de confession sikh, sous prétexte qu'il était un sympathisant de la cause séparatiste et plus précisément du mouvement Khalistan, qui est le nom là, de l'État revendiqué par les séparatistes sikhs de l'État indien du Pendjab. Mais ça l'a rattrapé, cette histoire-là, parce qu'effectivement, mercredi soir, très tard, on a appris qu'il y avait en fait un homme du nom de Jaspal Atwal qui avait été invité à un événement officiel pour Trudeau à New Delhi, au Haut-Commissariat du Canada. Et qui est-il, cet homme-là? C'est un homme, en fait, qui a été condamné en 1986 au Canada pour avoir tenté d'assassiner un ministre indien qui se trouvait sur l'île de Vancouver. Puis lui, Jasmal Atwal, était membre de la Fédération internationale de la jeunesse sikh, qui est un groupe terroriste interdit et au Canada
et en Inde. Et là, c'est d'autant plus embarrassant parce que la personne qui a invité cet homme-là, c'est un député libéral qui était présent à New Delhi, qui a affirmé après qu'il avait vraiment manqué de jugement. Donc ça, c'est pas mal intense et c'est pour ça que Trudeau est dans la baraque. Mais il y a une chose que j'aimerais dire, par contre, que je trouvais vraiment intéressante, c'est que il y a les relations commerciales aussi qui sont pas exactement ce qu'on voudrait qu'elles soient entre le Canada et l'Inde. Et plusieurs des analystes ici au Québec ont dit ça donne rien, on fait rire de nous aussi d'un point de vue commercial et économique. Par contre, ce que Trudeau il fait, c'est le soft power. Et ça, on n'en parle pas assez en analyse, mais ça peut être important économiquement. Ça peut être très important. Ça peut mener à une présence accrue au Canada et moins chez les hauts dirigeants politiques et économiques, mais plus dans la population, chez les leaders civils. Puis c'est pour ça qu'ils rencontrent des hommes d'affaires là-bas aussi et pas juste des hauts chefs d'État. Mais je trouve ça super intéressant parce que j'ai pas vu cette couverture-là beaucoup cette semaine. On parle juste de son maudit costume. On parle juste de son... Je veux pas nommer les journaux, je veux pas cibler des gens parce que... Moi, j'ai vu des dizaines de caricatures de Justin Trudeau déguisé en n'importe quoi. Puis il y a certaines qui étaient même homophobes et racistes. Je trouve ça aberrant parce que ce que tu dis, c'est quand même... C'est important ce qui se passe. C'était ça la prémisse de l'émission. Ben oui, mais je résumerais ça en disant que moi aussi, je le condamne, cette exagération-là pour le costume de Justin Trudeau. Puis je trouve ça vide à l'occasion, mais on peut pas combattre le vide par le vide. Alors, merci Eugénie, je pense qu'on en a appris grâce à toi. Merci Louis. Si vous êtes abonné à mes réseaux sociaux, c'est une de mes manies, c'est un de mes défauts. J'aime corriger les autres. J'aime corriger ce qui m'apparaît comme être des nouvelles ou des commentaires qui manquent de nuances ou de contexte, plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai décidé de m'amuser un peu en cette fin d'émission. C'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Alors, le 12 février dernier, dans un statut sur sa page publique, Éric Duhem partageait une nouvelle comme quoi il y aurait maintenant, au Canada, des hypothèques halal. Il ajoute ensuite qu'il s'agit d'un pas de plus vers l'imposition de la charia. Bon, laissons de côté la charia pour l'instant. Je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est une autre chose. Concentrons-nous plutôt sur l'hypothèque halal. Parce que je dois avouer... La quoi? Oui, c'est quoi ça? C'est une hypothèque, mais il te saigne, mais il faut que tu sois conscient. On pourrait, si vous êtes... c'est vrai que si vous savez c'est quoi le poulet halal ou les animaux halal, ça pourrait ressembler à ça, effectivement. C'est quoi une hypothèque halal? Bon, il faut savoir que dans le Coran, il est interdit de faire des prêts avec intérêt. Bon, ça, je ne savais pas ça, mais certains musulmans, clairement pas une majorité, suivent à la lettre le Coran. Il leur est donc interdit de prendre des hypothèques pour acheter une maison. Alors, c'est la banque qui achète la maison. Elle calcule ensuite son profit, les intérêts, inclut tout ça dans un montant et exige un loyer. C'est-à-dire qu'elle va louer la maison à la personne qui va la louer pendant 25 ans et à la fin, elle devient propriétaire de la maison. En calculant les intérêts. C'est avantageux pour la banque, sûrement. De ce que je suis allé voir sur certains sites, c'est les mêmes taux d'intérêt qui sont affichés sur les sites. C'est les mêmes taux d'intérêt que les banques normales. Par contre, les intérêts ne seront pas inclus dans un contrat parce que vous comprenez, on ne peut pas afficher les intérêts pour suivre le Coran. Mais je sais qu'à l'époque, le Congrès musulman du Canada avait dénoncé cette mesure-là en 2009 parce que selon eux, c'était une façon de profiter de la naïveté des gens et de leur foi en leur faisant payer plus cher. Oui, parce que c'est un enjeu de protection du consommateur. Moi, je me suis fait avoir de même avec mon prêt automobile. Halal? Ben, non, il n'était pas halal, mais il était crosseur. OK. Ils me faisaient croire qu'il n'y avait pas d'intérêt. Ils sont pas des synonymes, on t'a le précisé quand même. Ils m'ont fait croire qu'il n'y avait pas d'intérêt, mais c'est pas vrai. Ils me l'ont chargé d'une autre manière. Je m'en suis rendu compte 4 ans plus tard. Il n'y a pas de cadeau. Et pour ceux qui pourraient crier à la discrimination, c'est disponible à tout le monde, les hypothèques halal, si vous voulez jamais, si vous en désirez une. Alors, ma note au bulletin à Éric Duhem pour cette publication, des moins. Le 14 février, Richard Martineau écrivait sur Twitter ainsi que sur Facebook en parlant du programme Chapeau les filles, j'ouvre les guillemets. Ce sont les gars qui décrochent en grande majorité, mais on a créé un programme spécial pour encourager les filles à rester à l'école. Ben coudon. Chapeau les gars, ça vous intéressait pas? Ah non, c'est vrai, les gars se plaignent le ventre plein. Fin de la citation. Plusieurs choses ici.
Premièrement, Chapeau les filles, c'est pas un programme qui vise à contrer le décrochage scolaire. Il s'agit d'un programme pour encourager les filles qui se dirigent vers l'exercice d'un métier traditionnellement masculin. J'ouvre une parenthèse ici. J'ai fait une capsule il y a quelques semaines sur les inégalités de salaire et la conclusion, c'était souvent que les femmes choisissent des métiers moins payants. C'est ce que les gens disaient alors qu'elles arrêtent de se plaindre qu'elles choisissent des métiers plus payants. Ben, c'est ce que ce genre de mesure-là cherche à faire. On ne peut pas être contre les deux. C'est aussi les métiers moins payants suivent les filles, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est une autre chose. Alors, j'ai voulu aller chercher des chiffres, OK, pour voir si effectivement on encourageait trop les femmes, parce que peut-être qu'il y a une injustice dans la société. Bon, je vais dire des montants. Chapeau les filles, c'est un programme qui donne des bourses de 2 000 à 5 000 $. Ils en donnent plusieurs. Ça donne 150 000 $. Le gouvernement du Québec a un programme qui s'appelle Agir autrement pour lutter contre le décrochage scolaire et c'est un budget de 35 millions de $. Alors, en plus que ce ne sont pas des programmes qui sont opposés, je pense que le montant est assez flagrant. 35 millions versus 150 000 $. Je peux croire que les garçons sont encouragés à rester sur les bancs d'école. Maintenant, je vais donner quand même raison sur un point à Richard. Il est vrai que la majorité des décrocheurs sont des garçons, mais ce n'est pas la grande majorité, c'est 59 % des décrocheurs. J'aimerais aussi ajouter que les conséquences du décrochage sont beaucoup plus graves chez les filles parce que ça a été démontré, les filles, premièrement, décrochent parce qu'elles tombent enceintes la plupart du temps. Elles Moins ont les plus garçons. de difficultés, effectivement. Elles ont plus de difficultés à raccrocher et lorsqu'elles le font, elles suivent des études pour devenir, par exemple, esthéticienne, alors que les Moins gars qui payant. raccrochent, exactement, les gars qui raccrochent vont obtenir après ça des emplois plus payants. Go girls! Bon, ben là, comme je suis minoritaire ici, je vais pas m'obstiner contre vous. Je vais juste seulement dire que je déplore cette tendance à vouloir opposer des programmes ou des démarches comme s'ils étaient nécessairement un contre l'autre, quand c'est Absolument. pas nécessairement des vases communicants toujours. Alors, pour cette publication, j'accorde à Richard une note de D- aussi. Le 18 février, en réaction aux gens qui reprochent aux Américains de leur rapport tordu avec les armes à feu, je pense qu'on est tous un peu d'accord qu'il se passe quelque chose avec les armes à feu aux États-Unis, l'animateur Jeff Fillion disait qu'on n'avait pas à faire la morale aux Américains puisque les Québécois étaient champions au niveau des suicides ainsi que de la consommation d'antidépresseurs. Je peux pas en vouloir à Jeff Fillion de dire ça parce que c'est pas la première fois que je l'entends. C'est une croyance qui est assez fréquente et partagée dans la population. Heureusement, c'est faux. Dans les deux cas, c'est faux. Si le taux du suicide au Québec est assez élevé, selon l'OCDE, il se situe sous le niveau des États-Unis, ainsi que derrière l'Autriche, la France, la Finlande, la Belgique et le Japon. Par contre, le Québec reste au-dessus de la moyenne canadienne. Maintenant, pour ce qui a trait aux antidépresseurs, là encore, c'est faux. Si on est près de 6 % de Québécois à consommer des antidépresseurs, ce qui est assez élevé, on est près de 2 fois moins que les États-Unis où ils sont 11 % à le faire. Alors, ma note pour ce statut de Jeff Fillion, parce que je crois qu'il ne voulait pas induire les gens nécessairement en erreur, mais qu'il ne le savait pas, je lui accorde la note de C-. Oui, mais en même temps, de comparer ces deux affaires-là, déjà à la base, c'est un peu C'est un peu capacitif. C'est un peu fallacieux, là. Alors, D- la note. Désolé. Alors, c'est déjà la fin pour nous. Je voudrais remercier Judith Lucier et Eugénie Lépine-Blondeau d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à vous à tous les deux de vous être prêtés au plaisir. jeu. Je voudrais aussi remercier ici Radio-Canada Première et Urbania et vous inviter à vous abonner au balado, que ce soit sur Google Play, iTunes. Vous pouvez aussi le visionner sur le site de Radio-Canada ou l'application. Mais si vous allez commenter et noter sur iTunes plus particulièrement, ça nous permet de grimper dans les palmarès et on vise le numéro 1, rien de moins. Mon nom est Louis T et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur notre application mobile et au radiocanada.ca/balado.